Bienvenue du coup dans cette première édition de Circulaire, un rendez-vous que nous vous proposons du coup tous les trimestres pour passer 1 heure ensemble pour décrypter l'économie circulaire en économie sociale et solidaire. Juste avant de démarrer, je précise que tous les participants ont été mis en sourdine au moment de l'inscription. Cela dit, on prendra le temps de répondre aux questions durant la session, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation. Et par ailleurs, je me présente, donc je suis Émilie Beignet, je suis chargée de mission réemploi au sein de l'équipe économie circulaire de la CRES Bretagne, qui est aussi composée de mes 3 collègues, Baptiste Bertrand, Amandine Bonneau et Bettina Gandon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà quelques petits mots introductifs sur la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc, il s'agit d'une structure associative qui rassemble une centaine de réseaux de l'économie sociale et solidaire en Bretagne pour, d'une part, promouvoir l'ESS et puis soutenir son développement, le développement des acteurs et l'amélioration des pratiques. À la CRES Bretagne, on travaille sur le champ de l'économie circulaire en ESS depuis 2017, avec notamment l'ambition d'accompagner les acteurs à se structurer et pourquoi pas à se structurer en réseau autonome. Comme sur toutes les actions menées par la CRES, on travaille en lien étroit avec les acteurs engagés dans les territoires pour le développement de l'ESS. Et ce sont donc notamment les 19 pôles de développement de l'économie sociale et solidaire qui sont structurés à l'échelle des pays, et puis les 4 tags qui sont structurés à l'échelle départementale et qui ont pour mission notamment de favoriser le développement de projets d'entrepreneuriat collectif. Voilà, pour le webinaire de ce matin, on est sur une thématique assez transversale et généraliste puisqu'on a un panel de participants assez divers. Mais dans d'autres éditions de Circulaire, on pourra aborder des sujets sans doute plus spécifiques. En tout cas, pour ce matin, on va découper la session en 2 temps. La première séquence sera consacrée au périmètre de l'ESS, de l'économie circulaire et des liens entre ces 2 aspects. Et puis, pendant la deuxième séquence, on abordera des pistes d'action pour développer une économie circulaire, sociale et solidaire dans les territoires. Comme je le disais, à la fin de chaque session, on prendra le temps de répondre aux questions que vous aurez posées dans la conversation. Donc, surtout, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité. Et du coup, pour entrer dans le vif du sujet, je passe la parole de ce pas à ma collègue Amandine Bonneau, qui est chargée de mission économie circulaire à la CRES. Bonjour à toutes et tous. Ce que je vous propose pour démarrer, effectivement, c'est de comprendre les liens entre économie sociale et solidaire et économie circulaire. Et pour commencer, de définir chacun des 2 termes. Donc, je suis désolée par avance s'il y a des redondances pour certains d'entre vous qui sont déjà familiers de ces termes-là, mais comme chacun, voilà, on a des personnes qui viennent de services économie, d'autres plutôt de services déchets, donc chacun a une approche différente du sujet, donc il nous paraissait important de reposer ces termes-là. Donc pour parler d'économie circulaire, de quoi s'agit-il? Eh bien, avant tout, c'est un concept qui est né dans les années 90 et qui vise à changer de modèle de production et de passer d'un modèle de production qu'on dit aujourd'hui linéaire, qui consiste à extraire des matières premières, à les transformer pour fabriquer des produits, à les utiliser, puis à les jeter une fois qu'on a terminé de les utiliser, et à changer de paradigme, à passer à un système de production où on tire le meilleur parti des ressources tout au long du cycle économique, depuis la conception jusqu'à la fin de vie du produit et à toutes les étapes. Donc, c'est un concept qui regroupe une diversité de pratiques. Alors souvent, c'est présenté sous la forme d'une roue de l'économie circulaire, mais ça parle, voilà, ça parle diversement. Donc, je voulais présenter aujourd'hui sous une autre forme et sous la forme de trois familles de pratiques. La première, c'est celle qui consiste à économiser les ressources, donc au moment de
de la conception. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. L'éco-conception, donc avoir une réflexion sur la réduction de la consommation de matières premières dans les produits, avoir une réflexion sur la nature des produits qui sont utilisés pour avoir le moins d'impact possible sur les ressources. La deuxième pratique, c'est l'économie de la fonctionnalité. Grosso modo, là, il s'agit de proposer non plus un bien, mais bien l'usage de ce bien, et ce qui conduit les entreprises à avoir une réflexion sur la qualité des produits, allonger leur durée de vie. Et puis, du point de vue du consommateur, de mutualiser, de partager l'usage plutôt que d'avoir la propriété individuelle, que ce soit d'espace, de machines, d'objets, etc. La deuxième famille de pratiques, c'est l'allongement de la durée d'usage, donc tout ce qui va faire qu'un objet va pouvoir durer plus longtemps et donc qu'on ne va pas avoir besoin d'en racheter d'autres et donc de consommer moins de ressources. La première pratique pour allonger la durée d'usage, bien sûr, c'est la réparation. Et la deuxième pratique, c'est celle du réemploi. Peut-être pour une précision sémantique, le réemploi, il s'agit de réutiliser un objet ou un bien dans sa configuration initiale, mais par une tierce personne. Et puis, la dernière famille de pratiques, eh bien, c'est la valorisation de la matière, une fois que le bien, l'objet a connu une vie allongée et qu'elle est en fin de vie, de valoriser la matière. Donc, ça peut prendre plusieurs formes en fonction de la matière. Le recyclage, bien évidemment, le compostage pour la matière organique, et puis, à défaut, la valorisation énergétique qui consiste à récupérer la chaleur produite par l'incinération pour produire de l'énergie. Donc ça, ce sont des pratiques qui peuvent être mises en place par n'importe quelle organisation, n'importe quelle entreprise. Et il y a un autre pilier dans l'économie circulaire que j'ai mis un petit peu en retrait parce que c'est un pilier qui est d'une nature un peu différente. C'est l'écologie industrielle et territoriale que vous voyez en jaune à droite. C'est une pratique différente parce que c'est une pratique collective. Autant les pratiques précédentes, chaque structure individuellement peut la mettre en place. Celle-ci, c'est une pratique à l'échelle d'un territoire. Ce sont plusieurs acteurs, que ce soit des acteurs économiques, que ce soit des acteurs publics, se mettent en lien pour trouver des synergies à l'échelle d'un territoire et faire en sorte, par exemple, que les déchets des uns soient les ressources des autres, que l'énergie produite par la valorisation énergétique puisse être réutilisée en proximité, de pouvoir mutualiser l'utilisation d'espaces, de machines, également mutualiser des moyens humains, et donc tout ça au service de l'économie circulaire. Tous ces concepts ont été également fortement explorés par la loi AGEC qui a été votée l'année dernière et qui fixe un certain nombre d'axes de progrès au niveau national. Voilà pour des éléments de définition assez rapides de l'économie circulaire. Je vous propose maintenant de définir également ce qu'est l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, eh bien, c'est un mode d'entreprendre qui est adapté à tous les secteurs de l'activité humaine. Donc, c'est-à-dire que par définition, ça n'est pas réservé à un secteur d'activité en particulier. On retrouve de l'ESS aussi bien dans l'industrie que le sanitaire et social, la culture, le sport, le tourisme, le secteur de la construction et du BTP. Et en fait, malgré leur diversité, toutes ces organisations ont 4 points communs. Le premier point commun, c'est d'être des entreprises ou des sociétés de personnes et non pas des sociétés de capitaux. Leur deuxième point commun, c'est que leur raison d'être première, c'est de rechercher un intérêt collectif. Contrairement à des entreprises classiques dont la première raison d'être, c'est la production de profit. Là, c'est bien d'aller chercher un intérêt collectif, que ce soit sur le plan social, sur le plan environnemental. C'est de répondre à un besoin partagé. Leur troisième point commun, c'est d'être basé sur un principe démocratique dans leur fonctionnement, un principe une personne égale une voix, c'est-à-dire que le pouvoir de décision dans l'organisation n'est pas proportionnel à l'argent qui est investi dans l'organisation. Et puis, quatrième principe, quatrième point commun, c'est que les excédents qui sont dégagés par l'activité de la structure sont réinvestis majoritairement dans les projets de la structure au service de ce projet collectif et non pas pour rémunérer du capital ou des actionnaires.
Alors, au-delà de ces 4 principes communs, en réalité, les projets peuvent prendre des formes différentes. Et dans la famille de l'économie sociale et solidaire, on trouve plusieurs familles juridiques. On trouve bien sûr les associations, mais aussi les coopératives, les mutuelles, les fondations, les entreprises sociales, donc ce sont des entreprises qui ont un agrément dit ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Toute cette définition, elle a été stabilisée par une loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire. Et en Bretagne, on peut dire que l'économie sociale et solidaire a un statut assez particulier, puisque c'est la région en France où elle a le poids le plus important. En quelques chiffres, ça représente en Bretagne plus de 10 000 entreprises, 150 000 personnes salariées et puis plus d'1 million de bénévoles, là aussi qui est une des spécificités de l'ESS. Alors, on vient de voir quelques mots de définition de l'économie circulaire, de l'ESS. On constate bien à la lecture de ces définitions qu'on est sur des choses qui sont bien différentes. Néanmoins, évidemment, comme l'ESS est présent dans tous les secteurs d'activité, l'ESS est aussi présente dans l'économie circulaire. Et l'ESS a, par certains aspects aussi, été assez précurseur dans le domaine de l'économie circulaire. Et peut-être pour illustrer la place qu'elle occupe, ou en tout cas les différents types d'initiatives qu'il peut y avoir, le plus simple, c'est encore de passer par l'exemple. Et je vous propose de prendre vos claviers pour répondre à quelques questions. Et voilà, à votre avis, de quoi s'agit-il ? Alors, tout à fait, les réponses fusent. On a commencé avec un élément peut-être assez connu. Donc, effectivement, il s'agit d'un Repair Café, de la quarantaine de Repair Café bretons. Celui-ci, c'est celui de Langueux, donc, qui est un atelier bénévole qui permet de réparer différents objets pour allonger leur durée de vie. Un petit peu plus difficile peut-être. À votre avis, de quoi s'agit-il ? Alors, on me précise qu'il y a plus de 60 Repair Café et non plus de 40. Mes données n'est pas à jour. Alors, récupération de déchets verts, compost, ok. Donc, en fait, il s'agit d'une station de préfermentation des biodéchets à destination des entreprises, des restaurants scolaires, puis des professionnels plus largement. C'est une station qui est fabriquée par Émeraude Idée à Lannion. C'est une entreprise adaptée qui emploie des personnes handicapées. Et c'est une installation qui a été développée dans le cadre d'une R&D avec l'IRSTEA à Rennes. Troisième devinette, à votre avis, de quoi s'agit-il ? Ok, tout à fait. Donc, ce sont des matelas qui sont démantelés par Ressourceté, une entreprise Ressourceté Envie, entreprise d'insertion basée à Rennes. Et donc, ils sont traités dans le cadre d'un marché de co-traitance avec Veolia pour le compte d'Ecomobilier. Donc, Envie reçoit les matelas, les démantèle, enfin les hygiénise d'abord, les démantèle et ensuite sépare les différentes matières pour les envoyer dans les filières de recyclage. Elle emploie 9 personnes en insertion chaque année sur cette activité-là. Avant-dernier exemple, à votre avis, que se passe-t-il ici ? On monte un petit peu en difficulté. Bon, c'est un petit peu difficile. Voilà. Donc, en fait, il s'agit d'un espace de coworking dédié à l'artisanat qui est basé à Rennes. C'est une coopérative qui s'appelle Comme un établi et qui, sur 1500 mètres carrés, offre un espace partagé pour des artisans avec des machines, de l'outillage. Il y a 2 salariés en permanence et puis 7 artisans qui ont un espace permanent, mais l'espace peut aussi accueillir de manière temporaire ou de passage des artisans et sur certains horaires des particuliers également. Et dernière devinette, à votre avis, que se passe-t-il sur cette toiture ?
Alors, tout à fait, on est dans le champ de la déconstruction, de la dépôt, qu'on appelle aussi dépôt sélective. Là, on est à Morlaix cette fois-ci, et c'est une opération de dépôt sélective là, de tuiles. Le repère basé à Morlaix, c'est une recyclerie de matériaux qui réemploie des tuiles, mais aussi du bois, de la quincaillerie, des outils, des portes, et qui emploie aujourd'hui 4 salariés. Et ça fait partie des activités qui sont aussi en fort développement. Voilà, tout ceci n'est pas exhaustif, mais c'était pour illustrer un petit peu, merci de vous être prêté à l'exercice, c'était pour illustrer un petit peu la diversité des activités de l'ESS dans l'économie circulaire. Et on a tenté, à partir de la base de données de plus de 300 acteurs de l'économie sociale et solidaire qui interviennent dans l'économie circulaire en Bretagne, de dresser cette cartographie. On retrouve des compétences assez diversifiées: sensibilisation, éco-conception, de la mutualisation, de la collecte, du tri, du réemploi, de l'upcycling, du démantèlement, du recyclage. Des activités qui peuvent être artisanales comme industrielles. On a des réalités extrêmement variables, et puis qui ont des applications dans de nombreux domaines. Je ne vais pas tous les lire, mais vous pouvez les voir là à l'écran, sur différents types de produits, mais aussi sur des réalités différentes. Je pense notamment aux gestions de déchetterie et aux centres de tri. Donc, on a vraiment un panel extrêmement large de possibilités. Donc, peut-être pour synthétiser un petit peu de manière un peu plus théorique les liens entre ESS et économie circulaire, ça c'est un visuel qui n'est pas de nous, mais qu'on a emprunté à un labo de recherche québécois qui travaille sur les liens entre ESS et économie circulaire, et qui a mis en évidence les points communs, les points qui reliaient les deux, et en quoi il y avait de l'écho entre les valeurs de l'ESS et celles de l'économie circulaire. Dans l'économie sociale et solidaire, comme on disait tout à l'heure, il y a une primauté du bien commun et des personnes sur le capital, et ça fait directement écho au fait que l'économie circulaire recherche à une modification du système de production pour économiser les ressources et finalement répondre à un besoin collectif de préserver ces ressources pour avoir un mode de production plus durable. Le deuxième point qui a été identifié, c'est les liens entre la gouvernance démocratique et l'implication des parties prenantes qu'on retrouve nécessairement dans l'économie sociale et solidaire, et puis les besoins dans l'économie circulaire, où pour développer ces nouveaux modèles d'affaires, eh bien, il faut nécessairement coopérer. Sinon, on reste sur un modèle de production très, très linéaire. Si on veut entrer dans une circularité, il faut coopérer, et donc les principes de gouvernance démocratique et d'implication des parties prenantes fait particulièrement sens. Et puis enfin, l'ESS est fortement porteuse de l'innovation sociale, donc souvent qu'on connaît un petit peu moins. Alors certes, dans l'économie circulaire, l'innovation technologique et technique est un atout, mais l'innovation sociale est aussi importante. Elle permet de transformer les façons de faire. Et là aussi, quand on parle de changer de la manière de produire, mais aussi de consommer, eh bien, ça fait appel à l'innovation sociale. Voilà de manière assez rapide brosser les liens entre ESS et économie circulaire. Et je vous propose de faire une petite pause à ce stade-là pour voir si vous avez des questions là, sur cette première séquence de présentation. Je ne sais pas, Émilie, si tu as repéré des questions dans le chat. Alors, il y en avait une au tout début, au moment de la définition sur l'économie circulaire, avec une question sur la place de la sobriété dans cette définition. C'est la seule question que j'ai notée pour l'instant. Si vous en avez, n'hésitez pas, c'est le moment. Ok. Alors, c'est une question qui est assez vaste et large. La sobriété, enfin, je pense qu'on peut l'entendre sous plusieurs angles. Enfin, il me semble qu'il y a une question de sensibilisation, et donc là, les acteurs de l'ESS qui sont dans le champ de la sensibilisation, bien sûr, interviennent sur ce champ-là. Et après, la sobriété, c'est pas forcément quelque chose qui a été très théorisé, mais il me semble que ça recouvre aussi les questions de réemploi, de réparation, et de faire... on parlait là d'innovation sociale versus innovation technologique. Il me semble que ça renvoie aussi à cette question-là, de se dire la sobriété, ça renvoie à des pratiques qui vont permettre d'économiser la matière à travers son comportement sobre, et donc de privilégier la réparation, le réemploi. Et donc, de fait, il me semble que beaucoup de ces initiatives rentrent dans ce principe de sobriété. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Y avait-il d'autres questions à ce stade? On a une qui vient d'arriver. Les entreprises à mission sont-elles issues de la loi Pacte? Entrent-elles dans la définition de l'ESS? Non. Donc effectivement, il y a d'autres catégories d'entreprises là qui sont issues de la loi Pacte et qui se donnent une raison d'être, mais qui statutairement ne font pas partie de l'économie sociale et solidaire. En fait, dans le champ de l'économie sociale et solidaire, il y a les associations, coopératives, mutuelles, fondations, et puis certaines entreprises qui sont labellisées, enfin, qui ont la reconnaissance ESUS, donc entreprises solidaires d'utilité sociale. Donc, ce sont celles-ci qui font partie du périmètre de l'économie sociale et solidaire, qui est beaucoup plus exigeant, je dirais, que le statut d'entreprise à mission défini par la loi Pacte. Notamment, une entreprise qui a la reconnaissance ESUS doit limiter l'échelle des salaires, doit démontrer que son chiffre d'affaires est directement impacté par le fait qu'elle a une priorité donnée au projet social et ou environnemental. Donc, on est sur des critères qui sont beaucoup plus exigeants. Alors, on a une question. Je suppose que la question, c'est les entreprises de l'ESS sont-elles toutes recensées? Et si oui, par qui? Alors, les entreprises de l'ESS sont recensées au niveau... sont théoriquement recensées. La difficulté, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas un secteur d'activité en particulier. Ce sont différents statuts, donc ce qui complexifie les choses. Mais effectivement, au niveau de chaque CRES, la liste des acteurs de l'ESS est établie. Voilà, mais a du sens, enfin, je dirais, a plutôt du sens par secteur d'activité. Donc là, c'est le travail spécifique qu'on fait sur l'économie circulaire. On tient à jour une base de données des acteurs de l'ESS qui interviennent dans le champ de l'économie circulaire. Est-ce qu'il vous reste des questions? J'en ai pas relevé d'autres. Mais... Écoute, ça m'a l'air bon, Amandine. Très bien. Eh bien, je vous propose de rentrer dans la deuxième séquence. Après avoir défini l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire et puis les liens qu'il peut y avoir entre les deux, je vous propose de faire quelques apports. Alors, bien sûr, ce n'est pas une recette, c'est plutôt des pistes méthodologiques pour intégrer l'ESS dans un projet territorial d'économie circulaire, donc des principes méthodologiques généraux, et puis de se dire en Bretagne sur quoi est-ce qu'il est possible de s'appuyer pour faciliter ce travail-là. Donc là aussi, je vous invite au fur et à mesure, si vous avez des questions, à les indiquer dans le chat, et puis on pourra échanger là-dessus à l'issue de la présentation. Premier conseil méthodo, eh bien, c'est de connaître, qui fait écho à la question qui vient juste d'être posée, c'est de connaître et associer les acteurs SS de son territoire, ceux auxquels on pense spontanément. Et je pense que dans les projets territoriaux d'économie circulaire, on pense très spontanément aux acteurs historiques que sont les communautés Maüs, les structures spécialisées dans le textile, dans l'électroménager, aussi les recycleries-ressourceries, qui sont assez présentes dans l'imaginaire de chacun. Mais il y a aussi d'autres structures qui peuvent apporter une contribution aux projets territoriaux d'économie circulaire et auxquels on pense peut-être moins spontanément. Je pense notamment aux organisations qui ont un rayonnement départemental et dont le siège serait hors de votre PCI, mais qui interviennent dessus. Donc, de ne pas uniquement regarder les organisations de l'ESS qui ont leur siège sur votre territoire, mais aussi un petit peu autour. Et je pense aussi aux structures d'insertion ou de travail adapté qui ont un savoir-faire qui est précieux dans l'économie circulaire. Aujourd'hui, il y a un nombre important d'acteurs qui ont des savoir-faire en matière de logistique, de sous-traitance industrielle, de menuiserie, de couture, de transformation alimentaire, mais qui interviennent, on va dire, sur des matières premières vierges ou sur un champ plus classique, qui ne sont pas dans les circuits liés à l'économie circulaire et qui ne sont pas forcément au courant de tout ça et qui pour autant peuvent être des porteurs de solutions très, très intéressants pour les projets territoriaux.
Deuxième conseil, piste méthodologique, c'est le soutien qui est apporté au projet. Souvent, sur un territoire, il y a un, deux, plusieurs porteurs de projets ou structures déjà existantes qui ont des projets d'économie circulaire. Il nous semble qu'il y a un certain nombre de spécificités à prendre en compte pour soutenir ces projets-là. Souvent, on est sur des projets multifacettes qui répondent à des besoins sociaux, des besoins environnementaux, qui apportent des externalités positives à différents niveaux. C'est vrai pour les projets ESS, mais je dirais plus globalement sur l'ensemble des projets d'économie circulaire. Ça nécessite d'avoir une approche intersectorielle, interservice, et donc d'avoir une forme de coordination interne. Et souvent, il est compliqué d'appréhender ces projets-là uniquement sous l'angle de la prévention des déchets, où la dimension économique du projet souvent sera peut-être un peu moins bien perçue. Et inversement, on a pu voir parfois des projets qui arrivaient uniquement sous l'angle du développement économique et des services de développement économique qui n'étaient pas forcément au clair, qui se disaient, mais en fait, ce projet, est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que ça sort de nulle part, ou est-ce qu'au contraire, ça s'inscrit un peu dans un mouvement de fond? Donc voilà, il y a vraiment un dialogue entre le versant environnemental et le versant économique à rechercher sur l'analyse et le soutien à ces projets-là. La deuxième piste méthodologique là, par rapport à cette dimension sociale et environnementale des projets, c'est que comme l'utilité sociale et environnementale est placée en préalable, bien souvent on est sur des modèles économiques hybrides, et ça nécessite, surtout quand on a l'habitude de soutenir des projets économiques classiques, de mieux connaître la dimension hybride de ces modèles économiques et leurs impératifs pour les soutenir de la meilleure façon possible. Et puis la troisième spécificité, c'est que bien souvent, on est dans le champ de l'innovation sociale et puis de la coopération. Et donc, ça nécessite des processus de co-construction. Et là aussi, ça va avoir des incidences, en tout cas la manière que la collectivité va avoir de contractualiser ou de tisser les liens partenariaux avec les porteurs de projets vont avoir une incidence sur l'effet que ça va produire. Et plus on va rechercher des modes de contractualisation qui favorisent la co-construction, souvent plus ça va aider à aller loin dans le projet et avoir quelque chose qui va avoir de l'impact sur le territoire. Et pour ce faire, alors bien sûr, suivant les projets, il faudrait rentrer dans plus de complexité que ça, mais des pistes de réflexion, c'est l'utilisation, le recours à la subvention, le recours à des appels à manifestation d'intérêt plus larges, plus ouverts, plutôt que des appels à projets qui vont être souvent beaucoup plus bordés et qui vont laisser beaucoup moins de place, en tout cas moins de champ ouvert à de la co-construction et à ce que le projet évolue dans le temps. Voilà sur cette piste-là. Troisième piste, c'est pour la collectivité de faciliter l'émergence de nouvelles réponses aux besoins du territoire. Dans le cas précédent, on parlait de porteurs de projets que vous auriez sur votre territoire. Là, c'est la situation inverse. C'est la situation que vous identifiez sur votre territoire des besoins. Et par exemple, dans le cadre de votre programme territorial, vous avez identifié de travailler sur tel ou tel sujet, mais vous n'avez aucun début de réponse, ou pas beaucoup, sur votre territoire. Et là, que faire? L'ESS peut aussi être porteuse de solutions là-dessus. Conseil méthodologique là-dessus, c'est de prendre appui sur les acteurs existants pour développer de nouvelles activités. Parfois, on n'a pas le porteur de projet sur place, mais on a, et ça fait référence à ce que je disais tout à l'heure, sur notamment des acteurs dans le champ de l'insertion ou du handicap, qui ont des savoir-faire et qui, s'ils sont mis dans la boucle à un moment donné, peuvent trouver une diversification. Et bien, c'est de prendre appui sur ces acteurs pour imaginer de nouvelles activités. Et puis, deuxième piste, c'est de faire appel à la création d'entreprises inversées. La création d'entreprises inversées, qu'est-ce que c'est? C'est un processus qui permet de partir d'un besoin territorial, d'aller le vérifier avec les différents partenaires, d'imaginer une réponse sous une forme entrepreneuriale, et puis d'aller chercher le porteur de projet, la structure existante ou le porteur qui pourra mettre en œuvre cette activité économique. Un exemple peut-être, alors hors Bretagne, dans le champ de l'économie circulaire, c'est la métropole du Havre qui récemment a fait appel à ce processus de création d'entreprises inversées qui était porté par l'ADRES, une association de développement de l'ESS en Normandie,
pour apporter une réponse à la problématique des denrées alimentaires invendues qui étaient en inadéquation avec les besoins de l'aide alimentaire et donc qui n'arrivaient pas à écouler. Et donc, l'adresse en Normandie a animé une démarche partenariale qui a conduit à une modélisation économique et derrière à l'identification d'une structure susceptible de porter un atelier de valorisation de ces invendus alimentaires. Et donc là, sur ce processus de création d'entreprise inversée, en Bretagne, on a également des solutions là-dessus à travers les tags BZH. On pourrait y revenir en synthèse à l'issue de la présentation. Dernier principe méthodologique, eh bien, c'est de pouvoir booster la coopération sur le territoire. Et comment est-ce que la collectivité peut booster cette coopération? Alors, le premier constat, c'est que la coopération, je pense que vous le savez aussi bien que nous, ça prend du temps et ça s'inscrit dans la durée. Il faut du temps d'animation pour ça. Là-dessus, trois pistes à des degrés différents. Le premier, alors je vais sans doute enfoncer des portes ouvertes pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent bien ça, puisque on a parmi les participants plusieurs personnes là, qui sont chargées de mission sur ces programmes-là. Il s'agit de s'appuyer sur les dispositifs existants pour mettre en place un projet territorial d'économie circulaire. Je pense notamment au programme Territoire économie ressources, donc un programme breton, et puis le programme de labellisation économie circulaire pour les collectivités territoriales, qui sont deux dispositifs portés par l'ADEME et qui permettent sur plusieurs années de financer du temps d'études, de structuration de projets de territoire et de mise en œuvre, d'animation de ce programme de territoire, avec une approche transversale entre l'approche déchets, PCAET, développement économique, Agenda 21. Voilà, et donc ça permet de s'appuyer sur ces dispositifs-là, ça permet de financer du temps d'animation et de mettre en œuvre les principes méthodologiques qu'on a pu citer juste avant. Le deuxième, peut-être la deuxième marche, et là, si on a une focale un petit peu plus ESS, c'est de s'appuyer sur les ressources d'animation de l'économie sociale et solidaire en Bretagne pour démultiplier son action. Et là-dessus, l'exemple qu'on peut prendre, c'est l'expérience morlaisienne ou Morlaix Communauté dans le cadre de son programme Zéro déchet, zéro gaspillage. Donc, c'était l'ancêtre de Territoire économie ressources. S'est appuyé très largement sur le pôle ESS du pays de Morlaix, puisque lorsque Morlaix Communauté a reçu le financement de l'ADEME pour son programme sur 3 ans, a décidé de répartir le financement de l'animation de ce programme en deux mi-temps, un mi-temps au sein de Morlaix Communauté et un mi-temps au sein du pôle ESS de Morlaix, en faisant le pari qu'il y aurait une complémentarité au-delà du temps passé, que la posture du pôle ESS allait se montrer complémentaire de celle de Morlaix Communauté et pourrait produire d'autres effets, notamment en termes de coopération de la part des acteurs économiques. Ça, c'est une forme un petit peu aboutie. Après, on a d'autres formes où certains EPCI s'appuient de manière ponctuelle ou régulière sur notamment les pôles pour animer des dynamiques. Et puis, la troisième piste, là, c'est peut-être pour se projeter un petit peu plus loin dans le temps, eh bien, c'est de rechercher les moyens de structurer la coopération dans un temps long, parce que ces initiatives, elles sont tout à fait intéressantes, mais souvent, elles s'inscrivent dans des programmes qui sont limités dans le temps. Et la question se pose de comment est-ce qu'on fait durer la dynamique sur un temps long. Et là, il existe aussi, l'ESS propose des outils qui permettent d'installer les choses davantage dans la durée, notamment à travers des structurations juridiques qui permettent l'implication de plein de parties. Ça peut être, par exemple, pour la collectivité de prendre part à une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, de contribuer aussi à la naissance d'un PTCE, un pôle territorial de coopération économique. On a des beaux exemples, notamment dans la moitié est de la France. Ça, c'est un programme, le PTCE, un programme national qui visait à constituer des sortes de clusters qui associaient, sur l'impulsion de l'économie sociale et solidaire, mais qui associaient des structures de l'ESS, des entreprises classiques, des collectivités, pour développer et accélérer des initiatives économiques sur le territoire. Et notamment, il y a eu pas mal d'exemples dans le champ de l'économie circulaire, dont on pourra peut-être parler dans de futurs webinaires. Voilà, sur ce quatrième principe méthodologique,
Peut-être en bref, qu'est-ce qui peut vous aider là-dessus, et plusieurs portes d'entrée possibles en fonction de vos besoins. Pour compléter l'état des lieux des acteurs de votre territoire, ceux qui ont la connaissance la plus fine de leur territoire au niveau de l'ESS, eh bien, ce sont les pôles ESS bretons. Si vous recherchez des retours d'expérience, des appuis techniques, plus techniques sur votre projet de territoire, là, l'équipe de la CRES, on se tient à votre disposition pour apporter des éléments avec notamment des pôles d'expertise un peu plus approfondis sur le réemploi, la filière textile, les matériaux du BTP, sur lesquels on a du temps dédié. Si vous souhaitez booster la coopération entre les acteurs de votre territoire, c'est des exemples que je viens de vous donner. Là aussi, les pôles ESS peuvent, à vos côtés, contribuer à animer des dynamiques collectives. Et puis, pour faire émerger une réponse économique à un besoin identifié dans le cadre d'un projet ESS, les tags BZH ont un volet de leur activité dédié à ça. Et donc, sont disponibles pour en tout cas, identifie aux côtés des collectivités les besoins sur lesquels des études peuvent être conduites. De manière très concrète, pour nous contacter, les pôles ESS, la carte régionale est disponible en ligne sur ssbretagne.org, pour les tags sur le site tag.bzh, et en ce qui nous concerne sur SS Bretagne également. Je vous ai remis nos visages là, avec les thématiques un petit peu de prédilection. Je vous propose, pour la partie présentation, de nous arrêter là. Je ne sais pas, Émilie, s'il y a des questions dans le chat. Alors, on avait une question au début de la présentation qui a sans doute répondu en partie, mais on peut revenir dessus. La question, c'était comment faire émerger un porteur de projet sur notre territoire? Oui, effectivement, après, tout dépend de la réalité, mais effectivement, plusieurs possibilités. Soit le besoin il est vraiment bien identifié, et puis l'échange avec les différents acteurs du territoire, des prises de contact permettent d'identifier des porteurs potentiels. Soit il y a besoin de qualifier un petit peu plus précisément le type d'activité, le modèle économique de la structure, et à ce moment-là, une étude du type révélateur dans le cadre du tag BZH permet de qualifier ça et d'aller, y compris, le processus va jusqu'à la recherche du porteur. Alors, on a une autre question qui concerne la contractualisation avec les EPCI. Je pense que la question, c'est quelle est la place du format AMI pour ce type de projet? C'est une présentation un peu générale. Après, en fonction des types de projets et des types de thématiques, il y a plein de formats différents. Peut-être sans rentrer sur une définition très, très précise, dire que parfois, certaines collectivités lancent des appels à projets sur leur territoire, sur le sujet, avec des configurations qui sont très, très précises, en disant, voilà, on souhaite que ça se fasse de telle et telle manière. Et le propos, c'est de dire, quand on utilise ce type de support, ça risque, en tout cas, le risque qui est encouru, c'est d'enfermer le projet et de ne pas ouvrir à tous les potentiels possibles. Alors après, on peut y penser notamment sur des projets de recyclerie sur des territoires. Je n'ai pas forcément d'autres exemples en tête là tout de suite, mais voilà, ça peut s'appliquer après à d'autres activités d'économie circulaire. Mais c'est plutôt à retenir en tant que principe que plus on ouvre, largement, moins on précise les critères, plus on définit une philosophie, et moins on définit les critères, plus on laisse la porte ouverte à un champ de possibles sur le territoire. Ce qui n'est pas forcément évident. Ça demande à un moment donné de lâcher un petit peu prise et de voir ce que ça va donner, mais ça peut être extrêmement riche pour le territoire. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Est-ce que les derniers propos là, suscitent de nouvelles interrogations? Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que ce sujet-là, en fait, les modes de contractualisation et de partenariat, c'est un sujet qui est à lui seul à une certaine complexité, dans lequel il était compliqué de rentrer dans le détail là aujourd'hui. Mais ça pourra peut-être faire l'objet là aussi d'un approfondissement particulier.
et parce que la question se pose diversement en plus en fonction des types de projets. Bon. Je ne vois pas d'autres questions. Du coup, Et bien, dans ce cas-là, on va pouvoir passer à la conclusion. oui, alors du coup, juste en quelques mots, quelques petites pistes pour creuser les sujets abordés ce matin. Tout d'abord, vous pouvez consulter la plaquette là, qui apparaît à l'écran, qu'on a publiée à l'été dernier. Et c'est une plaquette qui a été pensée comme un outil ressource pour les collectivités et notamment pour les EPCI. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter, elle est disponible sur le plateforme ESS Bretagne. Vous pouvez aussi vous abonner à notre lettre d'information circulettre qui va être consacrée au partage d'actualités, de reportages, de ressources sur les sujets liés à l'économie circulaire et l'ESS en Bretagne. Et puis, on vous invite évidemment à participer au prochain circulaire qu'on organisera. Sachant que ces circulaires seront organisés à une échéance trimestrielle et que, comme on le disait en introduction, on abordera sans doute des sujets plus spécifiques dans les prochaines éditions. Et là-dessus, en fait, on va vous envoyer dans la foulée à la fois le diaporama là, qui a été présenté aujourd'hui et puis un questionnaire de satisfaction dans lequel il vous sera aussi possible de faire remonter vos attentes, vos besoins en termes de sujets abordés dans ces webinaires. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et puis, voilà, n'hésitez pas. Ah oui, j'ai raté une question dans le chat, Amandine. TAG 56, mais on peut généraliser. Les tags sont-ils des services publics ? Alors, le statut des tags, ils ont un statut associatif. Ils sont portés par les pôles. En fait, ce sont des outils mutualisés des pôles locaux de développement de l'ESS. Ils ont été créés par les pôles ESS. Donc, ils ont un statut associatif et ils reçoivent pour fonctionner des financements publics. Je ne vois pas d'autres questions. Si vous en avez, c'est le moment, c'est le dernier moment. Sinon, en tout cas, n'hésitez pas à nous recontacter pour échanger sur vos actions. Ah, il y a Bettina. Bettina, vas-y. Oui, j'en profite puisque je vois qu'il reste quelques minutes. Donc, Amandine évoquait qu'il y aurait, Amandine et Émilie évoquaient qu'il y aurait d'autres webinaires, un par trimestre. Je peux déjà annoncer qu'il y aura un webinaire sur la problématique de réemploi, recyclage des matériaux du bâtiment. Parce que je sais que c'est une problématique qui intéresse beaucoup les collectivités et en parallèle, les acteurs se mobilisent pas mal et il y a une dynamique assez forte sur la structuration de la filière en Bretagne. Donc voilà, je peux déjà annoncer un webinaire en septembre sur cette problématique-là. Voilà, ce qui me permet de faire un petit teasing, quoi. Ok, le message est passé. Merci Bettina. Merci à toutes et tous pour votre participation. Merci par avance pour les réponses que vous apporterez au questionnaire pour la suite. Et puis bonne journée et on l'espère à bientôt. Au revoir. Bonne journée.